Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, durant cette séance, nous allons donc terminer le dernier chapitre du cours, faire un ou deux exercices TD par rapport à ce même chapitre. Et la deuxième séance, nous allons continuer à travailler sur les séries TD, donc comme d'habitude. Donc la dernière fois, nous avons commencé à traiter donc le dernier chapitre qui est autour de la résolution numérique, toujours, les méthodes numériques qui nous permettent de trouver des solutions approchées des équations différentielles. Donc, nous avons vu que généralement, et comme pour les autres méthodes, d'abord, il faut commencer par s'assurer qu'il y a une solution, parce qu'on ne peut pas chercher une solution dont on ne sait pas exactement est-ce que c'est une solution qui existe ou pas. Donc, nous avons dit que pour résoudre une équation différentielle, et ça, vous avez déjà étudié auparavant une équation différentielle premier ordre qui est de la forme f' égale à f de t y de t évidemment, y ici est une fonction. Donc nous avons dit que là, il y a une infinité, lorsque cette équation admet des solutions, bah, c'est une infinité de solutions. Et il faut ajouter donc une condition initiale qui est donc y de 0, y d'un certain point, ce n'est pas toujours 0, mais comme t fait référence dans les équations différentielles qu'on obtient en conscience appliquée, c'est souvent le temps. Donc on prend t0 égale à 0, mais là ici c'est pas forcément 0, ça peut être n'importe quelle condition donc initiale. Donc t0 par exemple égale à y de t0 ou bien y de 0 égale à y0, une valeur donnée, ce qu'on appelle une condition initiale. Donc ici, nous obtenons un problème que nous avons dit, donc c'est un problème de Cauchy, et moyennement quelques conditions, nous avons vu le théorème de l'existence de la solution. Donc c'est lorsque la solution existe, lorsque des conditions sont vérifiées, sont des conditions suffisantes encore une fois, c'est-à-dire lorsqu'ils sont vérifiés, j'obtiens une solution et elle est unique cette solution, mais lorsque ces conditions ne sont pas vérifiées, bah, je ne peux rien déduire. D'accord? Ça, c'est la nature des conditions que nous avons vues. Donc, nous avons donc le théorème de Cauchy-Lipschitz, qui est donc un théorème qui nous assure donc l'existence d'une solution pour ce problème. Donc voilà le théorème, il nous dit bah, c'est une fonction qui est définie sur à deux variables. Le premier c'est t et il doit être positif. Le deuxième c'est donc la variable qui va prendre la place de la fonction y, ici nous avons notre x, et il est dans R, et la valeur de la fonction il est dans R. Donc si c'est une fonction qui est continue, par rapport aux deux variables, évidemment c'est une continuité sur R plus 3R. Et l'eptisienne, mais seulement par rapport à la deuxième variable, c'est-à-dire la variable ici qui est représentée par la fonction y, qui prend la place de la fonction y. Ben, j'ai déjà donc fait cette remarque, je vais le rappeler encore une fois. Ici, on écrit la fonction ft x. X, c'est toujours la variable qui représente y de t. Donc, si par hasard, dans une situation ou une autre, nous avons la fonction fxt, bah, il faut vraiment faire très attention à cette situation. Si nous avons, par exemple, si on trouve, par exemple, f donc xt ou donc y' égale à y plus de t. Tiens, une équation différentielle. Et puis quelqu'un, il va venir, il va écrire y' égale à f de yt avec f de xt égale à quoi? Est égal à x plus 2t. Cette formulation, elle n'est pas fausse, elle est exacte, il n'y a pas de problème.
y' égale à f de yt. F de yt, c'est quoi? C'est y plus 2t. Donc, c'est exactement l'équation différentielle. Mais, lorsqu'on veut appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz, ben, il faut faire très attention. Parce que dans ce cas, la fonction ne doit pas être lipschitzienne par rapport à la deuxième variable. La deuxième variable ici, elle est représentée par t. Donc, la deuxième variable dans notre écriture standard et habituelle, c'est celle-là. Donc, la deuxième variable, elle est là. Donc, c'est pourquoi il faut faire très attention à comment vous allez représenter cette fonction pour obtenir un problème de Cauchy. Donc, pour éviter les erreurs, lorsque nous avons une équation différentielle avec une condition initiale et on veut dire que c'est un problème de Cauchy, on veut vérifier les conditions théorème de Cauchy-Lipschitz, ben, il faut écrire fty en commençant par t. Comme ça, vous allez dire ben, lipschizien par rapport à la deuxième variable qui est là. Donc, lipschizien, vous savez ce que c'est. Et puis, alors, la conclusion, sous la continuité et le fait que la fonction soit lipschitzienne par rapport à la deuxième variable, le problème de Cauchy admet une solution globale qui est définie pour toutes les valeurs t positives, c'est R+, étoile, et cette solution est unique. Donc, ça, c'est un théorème très important, c'est pourquoi nous avons dit que, et d'ailleurs, ce n'est pas que pour cette situation, c'est depuis le début, le premier chapitre par exemple, avant d'appliquer une méthode numérique, nous avons dit qu'il faut localiser une racine, une seule racine, une racine unique, dans un intervalle pour pouvoir appliquer la méthode numérique. D'accord? C'est le chapitre 2 et le chapitre 3, il n'y a pas de problème d'existence. Pourquoi? Parce que nous avons démontré globalement, généralement, dans le cas général, que le polynôme d'interpolation existe et il est unique. Donc, lorsqu'on commence à travailler sur le polynôme d'interpolation, ben, on sait qu'il existe et on sait qu'il va être unique. Dans le troisième chapitre, ben, le problème d'existence ne se pose pas. Pourquoi? Parce qu'on calcule des intégrales qui sont finies. La seule condition, c'est que f est continu. Lorsque la fonction est continue, l'intégrale de a, b, de f de x dx existe. D'accord? Donc, voilà, les questions d'existence sont très importantes avant d'appliquer les méthodes d'analyse numérique. Sauf que pour le deuxième et le troisième chapitre, ben, nous avons l'existence de mise, donc c'est là où il faut faire attention, c'est le premier et le dernier. Hein, une solution de l'équation f de x égale à 0. On ne peut pas s'aventurer à faire des calculs alors qu'on ne sait pas si la solution existe et s'il est bien localisé dans l'intervalle de travail. Et pour le dernier, ben, on ne peut pas s'aventurer à chercher une solution avant de vérifier les conditions d'existence, là données par le théorème de Cauchy-Lipschitz. Il y a d'autres conditions, mais non, ce que nous allons appliquer donc, dans les exemples de problèmes que nous allons voir, c'est ce théorème de Cauchy-Lipschitz. Et donc, s'assurer d'abord qu'il y a une solution avant de chercher cette solution donc approchée. Bien, donc, nous avons dit que la méthode, il y a deux approches, nous l'avons vu. Il y a une approche basée sur le calcul intégral numérique, il y a une approche basée sur le calcul de la dérivée, donc intégrale. Donc, dans ce cas-là, donc nous avons dit que les deux méthodes peuvent nous donner le même résultat et en même temps, nous allons donc utiliser beaucoup plus la première, c'est-à-dire l'approche basée sur l'intégrale. L'approche basée sur le calcul intégral. Donc, la méthode, elle est toujours la même. Nous avons un intervalle AB où nous avons l'intervalle 0 plus l'infini. Ça dépend sur l'outil de travail. Est-ce qu'on travaille sur un intervalle AB ou est-ce que nous sommes en train de travailler sur R+, sur le temps qui parcourt de 0, le temps il est toujours positif, donc de 0 à plus l'infini. Donc, nous procédons à une discrétisation. Nous procédons à une discrétisation. Cette discrétisation, elle est faite de la manière la plus naturelle possible. Si nous sommes sur un intervalle AB, et nous sommes en train de travailler sur un intervalle AB, alors la discrétisation, c'est avec un pas qui est standard et qui est standardisé et qui est égal à B moins A sur L.
avec n, c'est le nombre de sous-intervalles que nous voulons. Si nous sommes en train de travailler sur l'intervalle 0 plus l'infini, ben évidemment, il n'y a pas de b, donc je ne peux pas calculer h, ben il faut se donner un h, on va dire, on va choisir un h, ou bien on va vous donner, ben, considérer h égale à 0,1 ou considérer h égale à 0,01 ou autre. Voilà. Donc, c'est les deux cas. Ou bien, nous allons travailler sur un intervalle AB. Donc, ici, on calcule H comme d'habitude, c'est B moins A sur N. Et le N, ça donne le nombre de ces intervalles que nous voulons utiliser. Ou bien, nous sommes sur 0 plus l'infini. Et dans ce cas, H, elle est donnée. D'accord? Une valeur H donnée. Et bien sûr, TI, c'est toujours T0, 0 si vous voulez, ou bien A plus IH. C'est ce que nous avons toujours fait depuis le deuxième chapitre, depuis le calcul du polynôme d'interpolation. D'accord? Encore avec l'intégration et encore avec ce troisième chapitre. Et puis, bah, ça veut dire quoi une solution approchée? Bien sûr, on sait que la solution exacte est une fonction y de t. La solution approchée, voilà, et quoi? C'est un ensemble de valeurs. Un ensemble de valeurs, i allant de 0 jusqu'à n, ou bien si l'intervalle est infini, donc c'est un ensemble, c'est une suite. Bon, on va dire yi est une suite. D'accord? Comment elles sont définies ces valeurs? Ben, chaque yi constitue une approximation de quoi? De ti. Voilà, regardez ici, y c'est la solution exacte. C'est une fonction, y de t. Donc après, lorsqu'on choisit donc des points de discrétisation, ti, donner une solution approchée, c'est construire une suite yi telle que chaque terme yi, chaque valeur yi, chaque terme de la suite, chaque valeur yi, constitue une valeur approchée de quoi? De l'image de ti. Et donc, il y a cette correspondance. Ti, il va être en fonction de quoi? Il peut être en fonction de ti plus 1, de ti moins 1. Donc, généralement, les yi sont en fonction de quoi? Des tj. Ben, g, ça peut être i, ça peut être i plus 1, ça peut être i moins 1, ça dépend sur la méthode que nous allons donc utiliser. Et peut-être en fonction de yj, là où encore g peut être 1, i plus 1 peut être i moins 1, d'accord? Ou peut-être dans d'autres méthodes que nous n'allons pas voir, y plus 2, y moins 2, mais nous, le maximum qu'on va voir, c'est 3 points, c'est-à-dire une suite double récurrente, pas plus. Et bien sûr, en fonction des données de problème, c'est-à-dire f, c'est-à-dire n, voilà. C'est ça veut dire ce qu'on veut dire par une solution approchée. Donc, c'est la donnée d'une suite, mais qui est constituée à partir de données de problème et qu'on constitue chaque terme de la suite yi correspond à une valeur approchée de ti par rapport à la fonction i. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, donc, c'est comme si, voilà, on peut le dire, ben, c'est comme si on cherche à construire un tableau. Dans ce tableau, il y a quoi? Ben, il y a les TI. Les TI, on commence par A plus IH, A plus 2IH, non, A plus H, voilà. IH, c'est l'expression générale. A plus 2H, A plus 3H, ainsi de suite. Et que, ici, c'est TI. Bien, 0, si on commence par 0, c'est 0, H, 2H, 3H, ça va être plus simple. Et puis,
les valeurs yi, qui sont y0, y1, y2, y3, ainsi de suite. Ici, sont des valeurs approchées. Les valeurs exactes, elles sont comment? Elles sont ici données par y de a. Ici, c'est y de a plus h. Y, c'est quoi? Y, c'est la solution exacte. C'est une fonction, évidemment. Et bien sûr, ici, chaque valeur constitue une approximation. Et bien sûr, en chaque point, nous avons une formule de l'erreur. Ici, la différence, l'erreur ponctuelle au point 0, c'est la différence entre la valeur exacte, voilà, la valeur exacte, bien T0, bien A, c'est la même chose. Y T0 moins Y0. C'est une erreur ponctuelle au point T0. Y T1 moins Y1, c'est la valeur ponctuelle au point T1 et ainsi de suite. Donc, nous avons des erreurs ponctuelles. Après, nous allons voir si nous allons donner une formule donc générale. Donc, la méthode était, l'approche, elle est là. La méthode, nous avons dit que nous allons nous focaliser sur une méthode. Qui est cette méthode? C'est une approche. L'approche, c'est de considérer cette équation, de l'intégrer entre deux points. Chercher la primitive. D'accord? Ces deux points vont être des TI, TJ. Bon, je peux prendre TI, je peux prendre ici TI plus 1, plus 2, ce que je veux, donc je vais mettre TI plus J. Donc, ça dépend des méthodes. De Y', bien sûr, c'est Y' de T dt, c'est une fonction. Et là, c'est la même chose, TI plus J, de quoi? De FT. N'oublions pas que là, c'est juste un habit d'écriture. Normalement, on doit écrire Y de T, parce que c'est une fonction dt. Et on calcule. Ici, le calcul, il est exact. Pourquoi? Parce que nous avons Y', la primitive de Y', c'est Y, donc on aura toujours Y de TI plus J, G c'est ou bien 1 ou bien 2, d'accord, moins Y de TI. De ce côté, il n'y a aucun calcul à faire, c'est toujours la même chose. Et puis là, nous avons une intégrale, on utilise une méthode approchée. Voilà. Parmi toutes les méthodes que vous connaissez. Rectangle à droite, à gauche, au milieu, trapèze, Simpson, Newton Cotes avec n supérieur à 2, une méthode simple ou une méthode combinée. À chaque fois que je choisis une méthode d'approximation d'intégrale, j'ai une méthode de résolution numérique de l'équation différentielle associée. Bien sûr, la dernière fois, nous avons commencé à voir ces méthodes et nous avons distingué deux méthodes, implicite et explicite. D'accord? Et nous avons donc distingué aussi les méthodes à un niveau, à deux niveaux, c'est-à-dire qui donnent une suite récurrente, simple, c'est-à-dire yi plus 1 en fonction de yi, ou bien yi en fonction de yi moins 1, et les fonctions qui sont, on va dire, double récurrence, c'est-à-dire qu'il utilise qui sont en récurrence de deux termes, c'est-à-dire yi plus 1 en fonction de yi et de y en fonction de yi et de y moins 1. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous allons distinguer donc ces méthodes. Parfait. Bien. Donc, nous avons ces éléments-là, la méthode générale. Nous avons ici la méthode générale, ce que nous avons dit. Au lieu de plus 1, moi j'ai noté J pour dire qu'on peut prendre pas seulement, donc ce n'est pas toujours plus 1, ça peut être plus 2, ou je peux appliquer, donc je peux intégrer entre TI moins 1 et TI, ou TI plus 1, donc il faut faire attention, il n'y a pas de formule à prendre, ben, il faut appliquer donc les calculs suivant la méthode ou la situation que nous avons. Donc nous avons dit que l'utilisation de la méthode rectangle à gauche nous donne cette méthode
qui est une méthode explicite. Ça veut dire quoi explicite? J'ai y0, je peux calculer y1, j'ai y1, je peux calculer y2, j'ai y, je peux calculer y plus 1. Alors y plus 1, elle dépend de quoi? Elle dépend de yi, elle dépend de h, elle dépend de f, de ti et de yi. Nous avons tous ces éléments-là. Donc c'est un calcul explicite direct. Donc c'est pourquoi on l'appelle la méthode d'Euler ou la progressive, ou bien la méthode d'Euler explicite, ou bien la méthode d'Euler directe. Hein, ça veut dire les trois appellations veulent dire la même chose. Par contre, si j'utilise méthode rectangle à droite, bah, c'est un calcul simple. Je calcule cette intégrale avec rectangle à droite. Donc, je vais remplacer ft yt par ft plus 1 yt plus 1. Bah, j'aurai quoi dans cette expression? Bah, j'aurai yt plus 1, qui est normalement la valeur rapprochée de yi, qui va être égal yi plus 1 va être égal à yi plus hf de ti plus 1. Jusque-là, il n'y a pas de problème parce qu'on connaît h, on connaît f, on connaît ti plus 1, mais de yi plus 1. Voilà, le yi plus 1 que nous sommes en train de chercher, il figure dans les deux membres. Et pas seulement dans les deux membres, mais il est à l'intérieur de la fonction. C'est un argument de la fonction. On ne peut pas transposer ce yi plus 1. D'accord? Parce que c'est f de tout ça. Donc, ça nous donne une méthode qui est implicite. Ça veut dire quoi implicite? Il ne permet pas de faire un calcul direct. Ben, nous devons en fait ajouter d'autres étapes de calcul. Donc, pour pouvoir résoudre cette nouvelle équation qui est une équation indirecte ou qui est une équation implicite ou qui est une méthode rétrograde. Ça veut dire quoi rétrograde? Ben, c'est que il y a dans le y plus 1, donc il est inconnu et il est donné, si vous voulez. Pourquoi? Parce que ici, avec la méthode de rectangle droite, nous utilisons yt plus 1 comme étant donc le point d'approximation de l'intégrale. Donc, ça nous donne la méthode d'Euler rétrograde, la méthode d'Euler implicite ou la méthode d'Euler indirecte qui demande un calcul supplémentaire ou bien qui demande une transformation pour la rendre implicite. Voilà, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Donc, la méthode trapèze, c'est la même chose. Nous avons ici yt plus 1 moins yti. Le premier terme, de moment que j'intègre toujours entre ti et ti plus 1, ne va pas changer. Quand est-ce qu'elle va changer le premier membre ici de cette équation? Lorsque je vais changer les bornes de l'intégrale. Lorsque je vais intégrer entre ti et ti plus 2, par exemple, ou entre ti moins 1 et ti, ou bien entre ti moins 1 et ti plus 1, sont des cas possibles que nous allons voir par la suite. Dans ce cas, ce premier membre va changer, mais sinon, c'est toujours la même chose. Donc ici, la méthode du trapèze, il nous dit quoi? Ben, cette intégrale, il est approché par ti plus 1 moins ti qui est h, fois f de f, c'est tout ça. Donc, on va dire g. G, c'est tout ça. Donc, g de ti plus g de ti plus 1. La petite base plus la grande base sur 2. D'accord? Divisé par 2. Donc, je vais remplacer. C'est ce que nous avons ici. h sur 2. La valeur de la fonction au point A. La valeur de la fonction au point B. Hein, c'est la méthode trapèze. Alors ici, nous avons h, c'est une donnée de la situation. F aussi, ti pareil. yi, c'est bon parce que c'est supposé être calculé parce que c'est une suite récurrente. Donc on calcule yi, on cherche yi plus 1. Mais même pour ti plus 1, le problème va se poser ici. D'accord? Le problème va se poser à ce niveau-là. Ti plus 1, c'est ce que je cherche à calculer. Ben, il figure de l'autre côté et il ne figure pas isolé, il figure comme argument de la fonction f. Donc, ça me fait une méthode, encore une fois, implicite. D'accord? Il n'est pas direct, il ne permet pas de faire le calcul directement. D'accord? Alors, donc, ti plus 1, f de ti plus 1, yi plus 1, et yi plus 1 ici, il est comme argument de la fonction f, donc je ne peux pas transposer et regrouper,
Donc, je dois ajouter des étapes de calcul donc supplémentaires. Et nous avons vu qu'il y a une méthode pour rendre cette méthode dite de Crank-Nicholson explicite, parce que ce qui nous intéresse, c'est de faire le calcul, de déterminer les termes de la suite. Si à chaque niveau, je dois encore faire du travail, je ne sais pas comment, pour trouver donc transposer cette équation ou cette écriture qui est implicite vers une équation ou une écriture qui est explicite, bah, ça va demander beaucoup de calcul, beaucoup de temps. Et encore, est-ce que les solutions vont être donc vont donner une solution qui est proche de la réalité ou non. Donc ici, on cherche toujours à rendre les méthodes qui sont implicites en des méthodes explicites en introduisant une variante. La variante qu'on utilise ici, souvent, je dis bien souvent, c'est pas toujours, mais souvent, c'est la progression d'Euler, comme la progression directe, explicite d'Euler, la première, nous donne yi plus 1 directement en fonction de yi de f et de h. Donc, je peux toujours remplacer yi plus 1 ici par la progression d'Euler ou la méthode d'Euler, directe, explicite, et j'aurai plus ce problème de y plus 1 qui figure en premier membre, mais comme argument de la fonction second membre. Non, j'aurai ici quoi? Fti plus 1, yi plus h, f de ti, yi. Et l'ensemble de ces données sont des données que j'ai, qui sont des données de la situation. Donc, pas besoin de faire un calcul supplémentaire. Donc, ici, c'est une méthode implicite. On peut la transformer en méthode explicite. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. C'est là, Euler. Je remplace yi plus 1 d'un côté. Je ne le remplace pas de deux côtés, évidemment, ici, parce que je veux calculer yi plus 1. Je remplace yi plus 1 par son expression donnée par la méthode d'Euler dans le second membre, là où il y a la fonction f. D'accord? Lorsque yi plus 1 est un argument de la fonction. Donc ici, on obtient la méthode de N, donc une méthode explicite cette fois. Regardez ici. J'ai que des données. H, F, TI, YI, et TI plus 1, YI encore une fois, H, F, TI, YI. Je peux remplacer tout simplement et calculer YI plus 1 sans difficulté aucune. Donc, c'est souvent la méthode qui nous permet de transposer ou de donner une variante d'une méthode implicite, indirecte, ou une méthode explicite directe. Donc, souvent, j'utilise la progression directe ou la progression, la progression, on va dire, ou la méthode la progression d'Euler ou la méthode directe d'Euler. C'est le même terme pour dire la même chose. Ce sont deux termes pour dire la même chose. Bien. Donc, encore une méthode. Si je veux utiliser la méthode point milieu pour calculer l'intégrale. Évidemment, méthode point milieu, vous savez, j'ai TI et TI plus 1, donc je dois remplacer la fonction par l'image du centre. Le centre, c'est quoi? C'est TI plus H sur 2. Bon, ça nécessite une petite explication, juste pour que vous compreniez cette notation-là, parce que cette notation-là, il peut paraître à certains parmi vous comme une notation un peu qui sort des habitudes, parce que c'est comme si nous avons une suite, mais avec l'indice qui n'est pas un nombre entier. Donc, regardez ici, j'ai la discrétisation. J'ai T0, T1, T2, T3, ainsi de suite. Donc, on fait quoi? J'intègre entre deux termes ici. Donc, j'aurai ce point-là, point milieu, j'utilise le point milieu. Et j'intègre entre ces deux termes-là, j'aurai ce point milieu. Et j'intègre entre ces deux points, j'aurai ce point milieu. Donc, en fait, ici, la suite que je vais constituer, ce n'est pas une suite qui est indexée de la même manière, d'accord? Il n'est pas indexé par 0 ici, 1 et 2, parce que les valeurs que j'ai une première valeur ici, j'ai une deuxième valeur ici, j'ai une troisième valeur ici. Je ne donne pas les valeurs de TI, hein, je ne donne pas les valeurs approchées de YTI. Avec la méthode point milieu, je ne peux pas calculer ces valeurs. Au moins par la première méthode.
Nous allons voir une deuxième méthode qui va nous permettre de faire ce travail. Mais ici, je calcule quoi? Je donne des valeurs approchées de y de t0 plus quoi? Cette distance-là, c'est h sur 2. Pourquoi? Parce que là, de t0 à t1, c'est h. Et là, c'est le centre, c'est le milieu. D'accord? Là, pareil ici, ça va être quoi? Ça va être ici t1 plus h sur 2. Et là, ça va être t2 plus h sur 2. Donc, en fait, ici, si je prends ce point-là, t1 plus h sur 2, je peux écrire t1 plus h sur 2. Pardon. Bien, j'ai dit que je vais prendre t ici qui est h plus 1, qui est t1 plus h sur 2. Et puis, voilà, je vais écrire quoi? Je vais écrire que c'est t0, ou bien a, plus h, 1h, plus h sur 2. Donc, c'est a plus 1 plus 1 demi de h. D'accord? Je peux faire la même chose avec t3 plus h sur 2. C'est a plus t3, c'est 3h, plus h sur 2. Donc, je peux écrire que c'est a plus 3 plus 1 demi de h. Si je fais l'analogie avec, c'est une analogie, avec les points de discrétisation, bah, comme le point xi ou ti, comme le point ti est égal à a plus ih, bah, je vais noter ti plus 1 demi, le point a plus i plus 1 demi h. C'est comme si je note ici, ce n'est pas T0 et ce n'est pas T1. Donc, je vais noter quoi? Je vais noter T1 demi. Mais je dois comprendre c'est quoi T1 demi. T1 demi, c'est donc T0 plus H sur 2. D'accord? Là, je vais noter T1 plus 1 demi. 3 demi. Donc, ça veut dire quoi 3 demi ou 1 plus 1 demi? Ça veut dire qu'à partir de T1, j'ajoute un demi-pas. D'accord? Donc, c'est là l'explication, c'est pourquoi je me permets d'écrire ti plus 1 demi, alors que je sais que ce n'est pas un entier, donc ça ne définit pas une vraie suite, mais en fait, je peux, si je le souhaite, mais ce n'est pas très pratique, je peux noter tout ça, tg, avec g, c'est cette valeur-là, et penser à une suite, mais je préfère conserver cela de cette manière. Donc, la suite, elle est quand? Elle est définie comment? C'est le premier terme, le second terme, le troisième terme. Sauf que le premier terme, il est obtenu comment? Il est obtenu par cette formule-là. Ti plus 1 demi. Il est là, la formule, voilà. Ti plus 1 demi égale à A, le premier point, ou bien T0, ce que vous voulez, plus I plus 1 demi de H. C'est-à-dire, j'ajoute pas un pas, parce que si j'ajoute un pas, je vais arriver directement sur T1. J'ajoute seulement T sur 2, plutôt H sur 2, un demi-pas. Donc, voilà donc pour cette notation. Et nous obtenons cette formule-là euh, qui est une formule, encore une fois, explicite, plutôt implicite à ce niveau-là. La formule, elle est implicite à ce niveau-là. D'accord? Ici, je veux déterminer ce terme. Je veux déterminer celui-là. Je veux déterminer y et plus 1 en fait. Ben, il dépend de quoi? Ben, il dépend de yi et il dépend de yi plus 1 demi. C'est-à-dire, il dépend de deux points qui sont
le terme juste avant et le terme qui est au milieu entre les deux. Donc, c'est une approximation qui n'est pas très claire encore. Donc, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser encore une fois une progression d'Euler. Une progression d'Euler. Alors, voilà. Donc, nous avons dit que yi plus 1 moins yi est égal à, c'est la méthode point milieu, donc est égal à h f de ti plus n demi, c'est le centre, yi plus n demi, c'est l'approximation du centre, d'accord? C'est la première application de la méthode point milieu. La première application de la méthode point milieu, voilà ce que ça nous donne. Ti plus h sur 2, bon. Ti plus 1 demi, c'est Ti plus h sur 2. Et puis yi plus 1 demi. Maintenant, comment, quel est le terme qui ne permet pas de donner la méthode définitive ou la formule définitive? C'est ce terme-là. D'accord? Donc, comment, je vais refaire le schéma. J'ai ici Ti, j'ai ici Ti plus 1, et au milieu là, j'ai Ti plus h sur 2, un demi-pas, que j'ai noté Ti plus un demi. D'accord? J'ai appliqué la méthode point milieu sur cet intervalle, mais le résultat va être en fonction du centre de l'intervalle, évidemment, de point milieu. Voilà. Donc, comment je vais enlever ce problème-là, parce que je n'ai pas de valeur pour yi plus 1 demi. Je rappelle que yi plus 1 demi, c'est une valeur rapprochée de y de quoi? De i, c'est-à-dire ti, plus h sur 2. Voilà comment il faut comprendre cela. Donc, ça veut dire, c'est ce point-là. Donc, je vais faire quoi? Ben, je vais appliquer à nouveau Euler, mais sur quel intervalle? Sur l'intervalle ti plus h sur 2, ou bien ti plus 1 demi, c'est la même chose. Ti plus 1 demi, c'est il est en indice. Donc, Euler ici, il me dit quoi? Il me dit y de ce point-là final, ti plus h sur 2, moins ti est égal à la distance entre les deux. Attention, la distance entre les deux ici, ce n'est pas h, mais c'est h sur 2. Parce que j'ai ici h sur 2, j'ai ici h sur 2, et là j'ai h. Donc c'est h sur 2, f de ti, y de ti, que je remplace par yi. Donc finalement, ici, ce point-là qui bloque la formule, je peux le remplacer parce que c'est exactement cela. Je peux remplacer par y plus 1 demi est égal y de ti, je peux remplacer par sa valeur approchée qui est yi, plus h, f de ti, yi. Et je remplace ici, évidemment, je vais obtenir donc l'expression où figure que les données de la situation sans aucun problème, c'est-à-dire cette méthode-là, la dernière là, yi plus 1 égale yi plus h, f de ti plus h sur 2, ti est connu, h aussi, yi plus h sur 2, fti, yi. Donc, j'ai que des données, et donc ici, on parle de la méthode d'Euler modifiée. Nous avons, oui, je vous ai dit tout à l'heure, pour éviter ce problème de point milieu, qui ne figure pas parmi les points de discrétisation, je peux appliquer donc la méthode point milieu, pas sur l'intervalle xi plus 1,
mais sur l'intervalle xi plus 2. Pourquoi c'est pour éviter cette écriture de plus 1 demi, ti plus 1 demi. Donc, si j'applique la méthode, point milieu sur cet intervalle, j'aurai y de i plus 2, qui est remplacé par y i plus 2 en indice, moins y de xi, ou de ti, bon, fallait écrire ici ti, moins y de ti, c'est yi, est égal à quoi? Le pas entre les deux, attention ici, le pas entre les deux, ce n'est pas h, c'est 2h. Hein, pourquoi? Je reviens ici. Tout à l'heure, j'ai considéré ti plus 1, c'était h, et puis j'étais obligé de diviser. Maintenant, je vais appliquer la méthode sur ti plus 1 et ti plus 2. Donc, j'ai ici h et j'ai là h, mais lorsque j'applique la méthode, ben, je dois calculer cette distance-là, en fait. Cette distance-là, c'est 2h. Donc, c'est pourquoi vous avez ici 2h, 2h fois f de ti plus 1, yi plus 1. Bien sûr, ici, yi plus 2 égale à yi plus 2h, f de ti plus 1, yi plus 1. C'est une suite qui est double récurrente, c'est-à-dire j'ai besoin de deux valeurs. J'ai besoin de deux valeurs pour calculer la troisième. Donc, au début, j'ai la condition initiale y0. Je dois aussi calculer y1. D'accord? Souvent, je fais recours à une méthode simple comme la méthode d'Euler. Je calcule y1 et puis j'applique cette méthode-là. Mais c'est une méthode d'ordre 2. C'est-à-dire quoi? En fait, c'est une méthode de range quota d'ordre 2, mais c'est une méthode qui donne une suite récurrente, double récurrente. Hein, soulignez le terme double récurrente, c'est-à-dire qu'il utilise deux termes pour évaluer donc le troisième. Donc ici, on peut avancer dans ces calculs. Nous pouvons essayer d'appliquer Simpson, par exemple. D'accord? Simpson, la situation va être un peu, on va dire, différente. Pourquoi? Parce que pour la méthode de Simpson, nous avons la même chose. Le choix entre, en fait, c'est pas une, mais c'est deux méthodes, si vous voulez, de Simpson aussi. Nous pouvons appliquer Simpson sur ti plus 1, ou bien sur ti plus 2. Ici, le centre, comme tout à l'heure, va être i plus 1 demi ou bien ti plus h sur 2. Et là, le centre ne pose aucun problème parce que le point Simpson, il utilise, la méthode de Simpson, il utilise 3 points, les deux extrémités et le milieu. Donc ici, le centre, c'est ti plus 1, sans difficulté. Mais nous devons appliquer la méthode de Simpson qui utilise quoi? Qui utilise f de a, f de b, f de a plus b sur 2. Donc on aura 3 points cette fois-là. ti plus 1 et ti plus 1 demi. Ou bien ti plus 2 et ti plus 1. Ça dépend de quelle méthode, quel intervalle nous allons choisir. Et avec ces calculs, ça va devenir, donc la formule va devenir un petit peu, donc on va dire lourd. Et donc, nous avons la formule qui s'écrit sous cette forme. yi, h sur 6, k1, 2k2, plus 2k3, plus k4. K1, c'est simple, c'est fti, yi. K2, j'ajoute un demi, h, donc c'est h sur 2. Et j'évalue le deuxième terme avec Euler. K3, c'est toujours la même chose, mais j'évaluais une deuxième évaluation d'Euler de ce second terme qui est là. Et puis, K4, qui est une formule donc un peu plus importante. Donc, c'est un exemple de méthode qui nous permet de voir que ces méthodes vont devenir rapidement des méthodes très importantes avec beaucoup de paramètres à considérer, beaucoup de calculs à faire. Voilà. Donc, les méthodes de calcul, de solution approchée d'un problème de Cauchy, c'est ce que vous devez savoir faire.
il n'y a pas de formule, généralement, il n'y a pas, je dis, donc par rapport à ce chapitre, il n'y a aucune formule à apprendre. Ce qu'il y a, c'est de savoir appliquer les méthodes d'intégration numérique avec le bon choix d'hypothèses et des conditions initiales. Nous avons un problème de Cauchy. Ben, d'abord, il faut résoudre le s'assurer que la solution existe. Donc, pour pouvoir appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz, par exemple. Et donc, il faut vérifier les premières conditions, la continuité, le fait que la fonction est lipschitzienne et qu'il y a une condition initiale, évidemment. On déduit que la fonction, que le problème admet une solution unique. C'est une fonction, ne l'oublions pas, y de t. Alors, je considère l'équation différentielle et je l'intègre de part et d'autre. D'accord? La première donc intégrale, celle du premier membre, ne pose aucun problème parce que je peux toujours faire un calcul exact et c'est ce que je dois faire parce que j'ai une dérivée, donc la primitive elle est évidente. Et le deuxième, je fais mon choix de la méthode d'intégration que je veux appliquer et je l'applique. Je vais obtenir une formule. Je dois me poser la question, est-ce que c'est une formule qui est implicite ou explicite? S'il est explicite, ben, il n'y a rien à faire, c'est que de commencer les calculs, c'est je veux faire les calculs et obtenir quelques valeurs, les premières valeurs rapprochées. Mais si la méthode est implicite, c'est souvent le cas, ben, il faut souvent, nous allons donc chercher à la rendre explicite. Comment? Ben, je dis, je vais regarder quel est le terme qui empêche cette méthode d'être explicite. Souvent, c'est un terme qui figure en second membre, qui est y et plus 1, y et plus 1 demi, y et plus 2, qui figure en second membre, mais comme argument de f. Il y a host f. Et dans ce cas, je dois le changer. C'est une nouvelle approximation, attention. Et donc, lorsqu'on fait des approximations comme ça successivement, ben, il y a une autre discussion que nous n'allons pas faire dans ce chapitre, c'est l'erreur. C'est la propagation de l'erreur. Pourquoi? Parce que à chaque fois que j'ai une approximation, j'aurai une marge d'erreur. Et puis, lorsque je vais cumuler donc les approximations, bah, et les calculs, bah, cette marge d'erreur, ces marges d'erreur, en fait, elles sont plusieurs, vont s'accumuler, et avec les calculs, ils peuvent dégénérer, c'est le terme qu'on utilise en mathématiques, c'est-à-dire ils peuvent s'éloigner de la solution exacte. Nous n'allons pas faire cette discussion sur l'erreur et tout. Ce qu'on vous demande, tout simplement, c'est de savoir appliquer cette démarche en s'appuyant sur le chapitre précédent, c'est-à-dire pour les méthodes, et de savoir distinguer une méthode implicite, explicite, et de savoir transformer une méthode implicite en une méthode explicite. Ça, c'est généralement ce qu'on va. Bon, par rapport à ce chapitre, on peut définir aussi, mais je ne vais pas trop m'attarder ici, nous pouvons définir aussi de la même manière, donc la notion de calcul numérique de la dérivée. Voilà. Calcul numérique de la dérivée. Bah, vous savez que vous avez donc la définition de la limite, vous avez de la dérivée plutôt, vous avez les calculs, donc les définitions utilisant donc variable h qui tend vers 0. Vous avez différentes, soit yte plus h moins y, donc c'est f de x plus h moins f de x sur h. Vous vous rappelez de cette définition. Là, on l'applique pour y, la fonction y, et pour le x égale à ti. Ou bien f de x moins f de x moins h sur h, la limite lorsque h tend vers 0. C'est aussi donc une définition équivalente. Ou bien x plus f de x plus h moins f de x moins h sur 2h. Pourquoi 2h? C'est la distance entre les deux. Et donc, la dérivée elle est donnée par cette limite. Donc, en fait, lorsqu'on prend h qui est infiniment petit, le pas il est petit, d'accord, nous pouvons confondre la limite et le rapport. C'est-à-dire, on ne calcule pas la limite, on calcule juste le rapport yti plus h moins yti sur h. D'accord? C'est le rapport. Et on peut considérer que c'est une valeur rapprochée de la dérivée. C'est ce que nous avons fait.
nous pouvons calculer une dérivée progressive, c'est-à-dire qui part de i vers i plus 1, c'est la première formule ici, la dérivée progressive au point i. Nous pouvons calculer donc la dérivée rétrograde qui part de ti, qui revient sur ti moins 1, ici, et nous pouvons calculer la dérivée, ou la différence finie, ce que vous voulez, au centre, ou bien centré, qui laisse le point et au milieu, qui utilise le point d'après et le point d'avant. Voilà. Et ces valeurs-là, ces différences-là, peuvent être considérées comme valeurs rapprochées donc de la dérivée. Donc, peuvent être considérées comme valeurs rapprochées de la dérivée. Nous utilisons généralement un calcul avec la formule de Tyler. La formule de Tyler, on l'utilise dans beaucoup de situations. Nous allons voir aussi ça dans quelques exercices de TD, même pour les autres chapitres. Donc, il faut se rappeler de cette formule de Tyler. Et puis, nous pouvons évaluer donc l'erreur et tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. C'est juste pour vous montrer qu'il y a tout une partie que nous pouvons aussi faire, c'est le calcul numérique de la dérivée, ou bien la dérivée numérique. D'accord? Nous pouvons faire des calculs, nous pouvons évaluer l'erreur, nous pouvons donc faire l'ensemble des opérations d'analyse numérique sur cette partie-là de calcul. Et là, je peux retrouver les méthodes d'Euler en utilisant cette fois calcul dérivé. Voilà, c'est ce que nous avons fait par exemple ici. Y', je la remplace par la valeur numérique, ici l'approximation de la dérivée qui est progressive, donc c'est le schéma progressif pour la méthode progressive. Donc c'est YTE plus 1 moins YE sur H, c'est l'approximation de la dérivée qui est égale à f de TE YE. Ici, je ne fais pas d'intégrale, attention, j'approche. Tout à l'heure, c'était quoi la démarche? Je considère mon équation différentielle y' égale à f de t, y de t. J'intègre les deux membres, mais le premier, je laisse exact avec la primitive qui est y. Deuxième, j'utilise des méthodes numériques d'intégration. Ici, c'est le contraire. Le deuxième, je le laisse. Hein, je remplace TI, YI, c'est les approximations de YI, c'est l'approximation de Y de TI. Et puis, je fais quoi? Je fais une approximation de la dérivée plutôt, de la dérivée. Et je vais obtenir exactement la même méthode. Hein, c'est la beauté des mathématiques, c'est que la même chose, on peut le même schéma numérique, le même résultat, on peut l'obtenir de différentes méthodes. Et on peut obtenir ici le schéma d'Euler progressif, il y a la méthode d'Euler progressive, et la méthode d'Euler rétrograde, ou bien indirecte, ou bien implicite, qui va s'obtenir en juste changeant le point d'évaluation de l'intégrale, c'est-à-dire de la dérivée, hein, encore une fois, la dérivée. Au lieu d'évaluer la dérivée au point TI, ici, j'évalue la dérivée au point TI plus 1, j'utilise la définition rétrograde de la dérivée. Voilà. Donc, pour ce chapitre, ce qui nous intéresse, c'est la première partie, c'est-à-dire d'abord l'existence et l'unicité d'une solution pour le problème de Cauchy, et ensuite déterminer le schéma numérique qui va nous permettre de calculer une solution approchée. D'accord? Le schéma numérique, ça dépend de notre choix de la méthode d'intégration. Donc pour cette deuxième, c'est quelques remarques par rapport à la dérivée numérique. C'est juste pour votre culture générale si vous voulez, mais c'est des choses que vous risquez de rencontrer un peu plus tard dans votre cursus. Mais par rapport à ce chapitre, je vais me limiter à l'application des méthodes d'intégration par rapport à cette situation. Est-ce que vous avez des questions? Considérons le problème de Cauchy. On cherche à trouver y, c'est une fonction qui est définie sur t0 grand t, à b, un intervalle fini. Je vous ai dit qu'on peut travailler sur un intervalle fini comme nous pouvons travailler sur 0 plus l'infini. Donc ici, c'est le cas, même si c'est s'agit du temps, mais c'est de t0, l'instant initial, à t, qui peut être une période par exemple, pour un phénomène qui est périodique. Ça, nous allons nous intéresser seulement à faire l'étude sur un intervalle et dupliquer donc
dépliqué par la périodicité sur les autres intervalles. Voilà un exemple donc concret en fait que vous pouvez, cette situation, vous pouvez le rencontrer dans vos cours de spécialité. Donc généralement, lorsqu'on essaie d'appliquer ces éléments sur des problèmes issus des sciences appliquées, ben, il faut adapter la méthode à la situation. Donc un problème de coucher. Donc ici, on vous rappelle un petit peu la méthode. Supposons que le nez montre l'existence d'une unique solution. Là, on ne peut pas faire de vérification. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la fonction f. Donc, nous n'avons pas l'outil pour vérifier. On suppose que cette solution existe et elle est unique. D'accord? Donc, le principe des méthodes numériques, là, on vous rappelle un petit peu ce que nous avons dit, est de subdiviser l'intervalle T0, T en M intervalles. Nous avons, à chaque fois, on dit N, mais ça aussi, c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas rester collé aux notations du cours. C'est-à-dire, moi, je dis N sous intervalle. Dans un autre exercice ou dans un autre cours, vous pouvez trouver M intervalle, vous pouvez trouver grand N intervalle. Bah, vous n'allez pas venir ici et écrire H égale à grand A moins B moins A sur N. H ici, B moins A sur N, c'est par rapport aux notations que nous avons utilisées dans notre cours. Mais par rapport à cet exercice, B, il est remplacé par grand T, A, il est remplacé par T0, N, il est remplacé par M, ben, il faut faire les calculs avec les paramètres donnés par rapport à cet exercice qui est TE plus 1 moins TI. Donc, bien sûr, on peut calculer TI, c'est T0 plus EH, c'est ce que nous avons fait à chaque fois. Mais ici, il n'est pas entre 1 et N, mais il est entre 1 et M. On cherche une valeur, la valeur inconnue YI, qui approche Y de TI. Et l'ensemble des valeurs Y0, Y1 jusqu'à YN représente la solution numérique. D'accord? Donc, dans cet exercice, on va construire de nouveaux schémas numériques basés sur l'intégration de l'équation différentielle ordinaire, cette équation différentielle, entre TI et TI plus 2. Hein. Voilà un exemple important. Tout à l'heure, c'était entre TI et TI plus 1. Là, nous allons essayer de voir comment nous allons pouvoir passer à ce cas-là, c'est-à-dire intégrer entre TI et TI plus 1. Donc, bien sûr, intégrer le premier membre, c'est Y TI plus 2 moins Y TI. La primitive de Y', c'est Y, et je remplace par les extrémités de l'intégrale, c'est-à-dire B et A. Et le deuxième membre, c'est l'intégrale entre T et T plus 2, FT, YT, DT, mais avec, évidemment, une méthode d'approximation de l'intégrale bien choisie. Alors, en utilisant la formule de quadrature du point milieu, pour chercher le membre de droite, écrire un schéma numérique explicite, permettant de calculer y plus 2 à partir de y plus 1 et y. Notons que ce schéma a besoin de deux valeurs initiales. On posera alors y0 égale à y de 0 et y1 sera approché par une prédiction ou une méthode d'Euler progressive. Ici, nous pouvons utiliser la méthode de point milieu, nous pouvons ou de Simpson, c'est la même chose. Nous pouvons l'utiliser de cette manière ou de celle-là. Quelle est la différence ici? Ici, j'utilise deux points consécutifs de la discrétisation, TI et TI plus 1, et j'ajoute le milieu ici, qui n'est pas un point de la discrétisation, mais qui est TI plus H sur 2. Et je l'ai noté, TI plus 1,5. J'ai dit que ce n'est pas une vraie suite, mais c'est une notation qui veut dire cela. La deuxième méthode, et c'est ce que nous avons fait, vu dans la présentation tout à l'heure, c'est cette méthode-là. J'utilise point milieu entre T et T et plus 1, et je passe par ce point, ça va me donner une méthode implicite, et je dois encore la rendre explicite en utilisant la méthode d'Euler directe. J'ai dit que deuxième choix, c'est d'utiliser trois points de la discrétisation. TI, T plus 2 et T plus 1.
Dans ce cas, je n'aurai pas à faire ce travail-là. J'ai l'équation différentielle y' égale à f de ty. Je calcule l'intégrale entre ti et ti plus 2, comme c'est demandé dans l'exercice. Ça donne ti plus 2, f de ti, y de, alors f de t, y de t, dt. Ici, c'est un calcul exact de cette intégrale. C'est y ti plus 2 moins y de ti égale. Et là, nous avons dit que l'activité nous demande d'appliquer la méthode point milieu. Alors, méthode point milieu, c'est quoi? C'est la distance, c'est B moins A. B moins A. Hein? Je vais faire ici pour que ce soit clair à tout le monde. P moins A, c'est TI plus 2 moins TI. C'est égal à I plus 2H moins IH. Ça fait 2H. D'accord? C'est un calcul que nous avons fait plusieurs fois. Encore. B moins A, qui est dans la méthode point milieu, bah ici, elle donne 2H. Et je remplace ici par quoi? Par F de A plus B sur 2. A plus B sur 2, c'est quoi? Alors, regardez, F de TE plus 2 sur 2, bah, c'est le milieu. Le milieu, il est là. Ça ne sert à rien de refaire les calculs. Je sais que j'ai ici H et j'ai la H. Donc, le milieu, il est là. C'est TE plus 1. Donc, je vais écrire quoi? F de TE plus A, 1, Y de TE plus 1. Voilà. Ici, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé ici la méthode point milieu. D'accord? Sur quel intervalle? Sur TI plus 2. Et le point milieu, c'est TI plus 1. Parfait, il n'y a pas de problème. Maintenant, j'utilise l'approximation. Je vais l'écrire d'une manière générale. Quelle est l'approximation? Hein? Je vais donc l'écrire d'une manière différente. L'approximation que j'utilise tout au long de ce chapitre, c'est je remplace Y de TJ par Y de J. C'est ça, c'est l'approximation. Donc, ici, j'ai Y de T et plus 2, je vais remplacer par Y et plus 2. Moins Y de TI, je vais remplacer par YI, égale 2H, F, TI plus 1, je vais garder ce terme-là. Je ne peux pas le remplacer parce que ce n'est pas la fonction, c'est le paramètre, c'est la première variable de la fonction. Et j'ai ici Y, I plus 1, Y de TI plus 1. Je veux Y, regardez ici, Y de TI plus 1, je vais remplacer par Y de I plus 1. Donc, Y, I plus 1. Donc, ce que m'intéresse ici, c'est Y, I plus 2. Donc, je vais isoler Y, I plus 2. Je vais dire que c'est Y, I plus 2H, F de TE plus 1, Y, I plus 1. Parfait, c'est bien. Pourquoi? Parce que j'ai I plus 2 à un certain niveau et j'ai dans tout le reste, je n'ai pas de I plus 2, donc je n'ai pas de Y I plus 2. Donc, c'est une méthode qui est bien un explicite. Le problème, c'est quoi? C'est que ici, chaque terme, il dépend de deux termes antérieurs, les sbros. Deux termes et pas un. D'accord? Donc, la condition initiale n'est pas suffisante. Y0 égale à Y indice 0, ce n'est pas suffisant. Donc, je dois déterminer aussi Y1. D'accord? Et Y1, je ne peux pas le déterminer avec cette méthode. D'ailleurs, c'est l'explication qui est donnée dans la question. Je ne peux pas utiliser cette méthode. Pourquoi? Parce que cette méthode, elle est double récurrente. Double récurrente. Chaque terme dépend de deux termes qui le précèdent.
Donc, je veux calculer Y1, je ne peux pas utiliser Y0, Y quelque chose d'autre, moins 1 par exemple, ça n'existe pas. Donc, je dois utiliser une méthode différente pour obtenir juste Y1. Une fois j'ai Y0 et Y1, je vais appliquer cette méthode sans problème. Quelle est la méthode qui va nous résoudre ce problème? C'est la méthode d'Euler, directe ou explicite. Il nous dit quoi? Il nous dit yi plus 1 égale à yi plus h t, alors, t i, yi. Voilà la méthode d'Euler. Donc, je vais calculer y1 égale à y0 plus h t0, il y a un f ici, h ft0 y0. Donc, je vais ajouter y1 ici. J'ai y0, j'ai y1, donc je peux maintenant dire que la solution numérique, il est bien définie ici. Est-ce que vous avez des questions? Donc, c'est comme ça qu'on construit des méthodes. Monsieur, est-ce que vous pouvez répéter la façon de déterminer Y1? La façon de déterminer Y1. Donc, Oui, c'est, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé la méthode, la toute première méthode, celle-là. J'ai utilisé cette méthode-là, la méthode d'Euler explicite. D'accord? Donc, la méthode d'Euler explicite, voilà comment il s'écrit. yi plus 1 égale à yi plus h fti yi. Donc, je remplace i par 0. J'aurai y1 qui est égal à y0 plus h f de t0 y0. Donc, je n'utilise pas la même méthode. Ça va être souvent le cas. Lorsque la méthode demande deux valeurs initiales, moi, je n'ai pas de valeur initiale. Le problème de coucher, il a une seule valeur initiale. YT0 bien Y0. D'accord? Donc, pour contourner ce problème, lorsque ma méthode demande deux valeurs initiales, lorsque ma méthode donne une suite double récurrente, pour contourner le problème, j'utilise la formule la plus simple. Quelle est la formule la plus simple? C'est la méthode d'Euler, progressive ou bien explicite. J'ai la formule, elle est donnée, yi plus 1 égale à yi plus hfti yi. Je remplace i par 0, je vais calculer y1. Et puis, je vais revenir à mon problème initial, à mon schéma numérique initial, pour donner donc directement la valeur, voilà, y0, h, f de t0, y0. Donc, j'ai y0 qui est la valeur initiale, j'ai y1 qui est cette valeur calculée par Euler, et donc, maintenant, j'ai le schéma numérique qui est très bien défini ici. Deux valeurs initiales et une suite double récurrente. Est-ce que vous avez d'autres questions? non, monsieur. Les autres, vous avez des questions? Bien. Donc, maintenant, nous allons passer à l'autre question. Alors, en utilisant la formule de quadrature de Cavalieri-Simpson, donc que nous avons appelé simplement Simpson, pour approcher donc le membre de droite, écrire un schéma numérique implicite permettant de calculer yi plus 2 à partir de yi plus 1 et de yi. Notons encore une fois que ce schéma a besoin de deux valeurs initiales. On posera alors y0 c'est y de 0 et y1 sera approché par une prédiction d'Euler progressive, la même. Alors, ici, quelle est la différence entre ce que nous avons fait pour la première question et ce que nous allons faire ici? Vous avez même les phrases sont les mêmes. D'accord? Même les phrases sont les mêmes. Donc, quelle est la différence? La différence, c'est que pour la première fois, nous souhaitons utiliser la méthode point milieu. Et pour la deuxième, nous voulons utiliser la méthode de Simpson. La seule différence, elle est là. Donc,
La seule différence, il est à quel niveau? La seule différence, il est à ce niveau-là. Ce passage, hein, je l'ai noté ici. Au lieu d'utiliser point milieu, nous allons utiliser Simpson. Mais attention, Simpson, c'est une formule qui est importante. Simpson, ce n'est pas donc une formule qui est simple. Donc c'est pourquoi il faut faire très attention lorsqu'on essaye d'appliquer donc Simpson. Donc ici, rappelons d'abord la méthode de Simpson. Si je vous dis l'intégrale de A à B, G de T dt, avec la méthode de Simpson, qui peut me rappeler cette formule? La méthode de Simpson me dit ici, voilà, que c'est B moins A sur 6 f de A, G de A, plus 4G de A plus B sur 2, le milieu, plus f de G de B. C'est la méthode de Simpson. D'accord? Je vous rappelle que la méthode de Simpson, c'est quelle méthode? C'est la méthode Newton-Cotes, n égale à 2. Nous avons déjà traité cette méthode de Simpson à ce niveau-là. Ça serait l'occasion aussi de revoir la formule. Nous l'avons traitée plusieurs fois. Voilà, la méthode de Simpson. Newton-Cotes avec n égale à 2. C'est l'intégrale de a à b f de x dx. C'est b moins a, les deux extrémités divisées par 6. La première extrémité, 4 fois l'image du milieu, plus l'image de la deuxième extrémité. C'est la méthode de Simpson. Donc ici, c'est la même chose, juste qu'avec g au lieu de... Maintenant, je reprends l'équation différentielle. Y' égale f de t, y de t, dt. Je calcule l'intégrale. L'intégrale de y', c'est, mais je calcule l'intégrale sur ti plus 2. Donc ici, ça me donne, comme tout à l'heure, ti plus 2 moins y de ti. Voilà, égale, je vais l'écrire comme ça, l'intégrale de ti à ti plus 2, f de t, y, s'il faut écrire y de t pour ne pas considérer y comme une constante, mais comme une fonction, ben je vais l'écrire comme ça. Bien. Maintenant, je veux appliquer la méthode de Simpson. Pour que ce soit clair à tout le monde, je vais noter tout ça comme étant g de t. Et voilà, je peux utiliser, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai noté g ici. Vous pouvez comprendre et appliquer directement cette équation-là, cette égalité-là, cette approximation-là, pour obtenir la formule. Donc, je vais venir ici, je vais dire que c'est y de ti plus 2 moins y de ti égale, ou approximativement égal, parce que je vais maintenant appliquer l'approximation, b moins a sur 6, ti plus 2 moins ti sur 6. D'accord? G de a, c'est g de ti. G de ti, c'est f de ti, y de ti. D'accord? Bon, je vais l'écrire. Hein, je vais l'écrire. C'est f de ti, y de ti. Je peux dire ici que c'est bon.
Alors, parfois ça bloque. Donc, voilà. Alors, FTI, Y de TI, ça c'est G de TI. Plus 4 F de TI plus 1, Y de TI plus 1. C'est quoi ici? C'est A plus B sur 2. Pourquoi? C'est le centre. A plus B sur 2, c'est le centre de TI et de TI plus 2. Encore une fois, TI il est là, TI plus 2 est là, TI plus 1 est là. TI, TI plus 2, TI plus 2 plus TI sur 2, c'est exactement TI plus 1. C'est le centre. Pourquoi? J'ai ici H, j'ai la H. D'accord? Donc, c'est TI plus 1. Et c'est, je peux dire ici, c'est aussi G de TI plus 1. Et le 4, il vient de la formule de Simpson. Plus F de TI plus 2, Y de TI plus 2. C'est quoi? C'est G de B. D'accord? C'est G de TI plus 2. Donc ici, c'est G de TI plus 1 qui est le centre. Et là, c'est G de TI plus 2. G de TI plus 1, G de TI plus 2, plus TI sur 2, c'est le centre, A plus B sur 2, c'est égal à G de TI plus 1. Ça, c'est juste à titre de rappel, pour ceux qui peut-être n'arriveront pas à voir pourquoi ici. Ici, j'ai A plus B sur 2 pour la méthode de Simpson, là. J'ai A plus B sur 2. Et là, j'ai seulement TI plus 1, Y de TI plus 1. Parce que ici, A plus B sur 2, TI plus 2 plus TI sur 2, c'est exactement TI plus 1. C'est pourquoi nous avons fait cette approximation. Maintenant, je vais utiliser l'approximation, la même que tout à l'heure. Cette approximation, il me dit quoi? Je vais le rappeler encore une fois. Je vais rappeler l'approximation qui me dit que YG, bon, j'ai un petit souci avec ce stylet. Bien. Voilà, c'est mieux, c'est bien comme ça. Donc j'ai Y, l'approximation c'est Y de TG, que je vais la remplacer par Y indice G. C'est l'approximation que nous utilisons depuis le début de ce chapitre. Donc, j'aurai quoi? Y I plus 2 moins Y I. Approximativement égal, je peux garder égal d'abord. TI plus 2 moins TI. TI moins plus 2 moins TI, nous avons fait ce calcul plusieurs fois, c'est 2H sur 6. F de TI, Y de TI, je vais la remplacer par YI, plus 4, F de TI plus 1, Y de T1, je vais remplacer par YI plus 1, plus F de TI plus 2, YI plus 2, en utilisant l'approximation. Bien sûr, cette méthode est une méthode qui est implicite. Pourquoi il est implicite? Parce que
Je veux déterminer y plus 2, mais il figure comme argument de la fonction f second membre. D'accord? Ça, c'est la première, on va dire, situation à gérer. La deuxième, c'est y plus 2, il dépend de deux termes de yi plus 1 et yi. Donc, j'ai besoin de deux valeurs initiales. Donc, comme tout à l'heure, ces deux valeurs initiales, la première, c'est donnée par y0, la deuxième, c'est une expression utilisant Euler. Donc, là, le schéma numérique qui va me donner la solution, yi plus 2 égale yi plus h sur 3 facteur 2 fti yi plus 4 f de ti plus 1 yi plus 1 plus f de ti plus 2 y plus 2. Voilà le schéma. Y0, c'est y de 0. Y1, c'est y0 plus h f de t0, y0. Alors, deux remarques importantes ici. Ici, y plus 2, c'est une méthode implicite. C'est-à-dire que même avec tout ça, je ne peux pas faire un calcul directement. À chaque fois, je dois remplacer et essayer, si la fonction f est une fonction qui est simple, essayer de transposer, de faire un calcul supplémentaire pour déterminer la valeur, chose qui ne va pas être simple. Deuxième remarque, la première ici, c'est la condition initiale. La deuxième ici, c'est la méthode d'Euler, explicite. Et voilà la réponse à cette question. Bien. Alors ensuite, nous pouvons ajouter une troisième question. Bah, il est là, oui, moi je ne l'ai pas vu au début. Proposer une modification du schéma à la question précédente pour qu'il soit explicite. Hein, c'est ce que je vous ai dit plusieurs fois. Les méthodes implicites ne sont pas pratiques pour faire les calculs. La méthode est explicite et la méthode est implicite. Pourquoi? Parce que j'ai ici y plus 2. Donc, c'est ce que j'ai entouré ici comme problème. Hein, c'est pourquoi, c'est pas ici, c'est là. Pourquoi cette méthode est implicite? C'est à cause de ça. Donc, je dois enlever y plus 2 d'ici. Quelles sont les méthodes que j'ai? Je vous ai dit tout à l'heure que pour rendre une méthode explicite, je dois remplacer y plus 2 en utilisant souvent une méthode plus simple, c'est-à-dire la méthode d'Euler. Ici, j'ai deux méthodes, en fait, j'ai deux choix. Je peux remplacer y plus 1 en fonction de y plus. Je peux remplacer y plus 2 par y plus 1. J'ai y plus 1, j'ai t plus 1, j'ai t plus 2. Donc la méthode d'Euler entre ces deux points-là, la distance ici c'est h, b moins a c'est h. Donc j'aurai y plus 2 moins y plus 1 égale à h f de ti plus 1 y plus 1. C'est-à-dire Euler explicite. Mais, et je vais remplacer ce y1 i plus 2 là dans l'expression que j'ai, ça va donner une formule qui est un peu longue, mais c'est une approximation, ne pose aucun problème. D'accord? Deuxième méthode pour voir les choses, c'est d'utiliser ici yi et non pas yi plus 1. C'est-à-dire, j'aurai ici ti
J'aurai ici TI plus 1. J'aurai ici TI plus 2. J'utilise Euler directement entre ces deux points-là. La distance, ce qui va changer, c'est la distance 2h. Donc, j'aurai ici YI plus 2 égale à YI plus grand H, 2H, F de TI, YI. Je peux utiliser l'une ou l'autre des formules. Généralement, j'utilise la première, mais je peux aussi utiliser la deuxième. D'accord? Et voilà donc la réponse à cette question. Je peux répondre comme par la première et la deuxième. Je fais quoi pour répondre généralement à ce genre de questions? Transformer un schéma implicite ou un schéma explicite. Je regarde le schéma, je regarde le problème. Le problème, c'est quoi? C'est le terme que je cherche à calculer. Il figure aussi dans le second membre, et pas seulement en second membre, mais comme argument de la fonction f, c'est-à-dire j'ai f de y plus 2 dans ce cas. Donc, je remplace ce terme-là par une expression qui est la plus simple, c'est-à-dire Euler. Hein. Notre premier choix va être toujours Euler explicite. Mais parfois, nous pouvons faire d'autres choix encore plus importants. Et je remplace, bien sûr, en faisant attention aux données de calcul, et je vais obtenir finalement un schéma qui est, on va dire, qui ne contient que y plus 1, TI plus 1, TI plus 2, parce que TI plus 2, ça ne pose aucun problème, et donc le schéma va devenir un schéma implicite. Rappelez-vous, ce n'est pas exactement le schéma que nous avons vu tout à l'heure pour le cas Simpson. Pourquoi? Parce que là-bas, ils ont poussé les approximations au maximum, c'est-à-dire ils ont remplacé même YI en fonction de YI plus 1 en fonction de YI pour obtenir donc une expression qui est simple. Donc, nous pouvons aussi refaire tout ce travail comme tout à l'heure, soit dans l'intervalle TI plus 1 en passant par TI plus 1 demi, qui est le centre, ou bien le faire dans l'intervalle TI plus 2, bien sûr, en passant par le centre, cette fois qui est TI plus 2. C'est la différence. C'est la méthode point milieu et la méthode Simpson, où nous avons toujours nous pouvons obtenir deux formules. Pourquoi? Parce que ça dépend de notre choix, donc des points de discrétisation. Voilà. Je pense que c'est bon pour cette partie. Comme ça, nous terminons ce chapitre et donc les 4 chapitres maintenant.